Bonjour Marc, bonjour à tous. Henri Partouche de l'Université Paris-Cité. Je voudrais intervenir à propos de l'épidémie de coqueluche. En fait, ce qui se passe, c'est... Il s'est passé quelque chose autour de l'inertie de ce qu'on voyait en médecine générale, de ce que voyaient les médecins généralistes et des alertes qui ont été données par Santé publique France. Nous, on a vu des tousseurs persistants et on a fait part rapidement à nos collègues qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait penser à la coqueluche. Et ce faisant, on a aussi été formateurs puisqu'on a été à l'origine d'une petite note du Collège de la médecine générale, pour les collègues. Ce que je veux dire, c'est que il y a aussi l'alerte qui passe par les PCR et les laboratoires d'analyse biologique, donc ça remonte aux ARS et à Santé publique France, mais il s'est passé quelque chose de transversal entre les médecins généralistes et c'est un trou dans la raquette qui a été responsable d'une certaine inertie en fait avec malheureusement des cas évités chez les nourrissons. Donc il y a un vrai travail à faire sur le plan... Alors, bien sûr, il y a le réseau Sentinelle, je vois Mickaël qui me regarde, il y a le réseau Sentinelle, mais le réseau Sentinelle, c'est quelques médecins, c'est pas l'ensemble de la profession. Et il y a vraiment, par rapport à une maladie émergente, et ça va être le cas pour Mpox, pour d'autres problèmes de santé émergents, c'est comment, à partir de données cliniques, propres à la médecine générale, en raison de leur précocité principalement, et en raison du caractère qui peut ressembler à quelque chose qu'on voit, mais qui n'est pas tout à fait ce qu'on voit, une toux persistante plus de 10 jours, c'est pas grand-chose, ça peut être traité comme une bronchite avec mépris, mais cette bronchite, elle peut être responsable d'un décès d'un nourrisson dans l'entourage. C'est vraiment ça la question, hein. Et donc, voilà, pendant la période Covid... on va les laisser répondre. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est pendant la période Covid, c'est aussi les généralistes qui ont été à l'origine de l'alerte sur l'anosmie, par exemple, hein, pour les premiers signes. Voilà, je vous laisse répondre. Merci. Il y a beaucoup de remarques, beaucoup de commentaires et finalement... beaucoup de petites questions et je n'arrive pas à cibler quelle est la principale. En tous les cas, j'ai bien dit en introduction que les premiers frémissements qui ont eu lieu en janvier et février étaient des remontées de cas groupés, c'était des clusters dans les écoles, dans les crèches, et ceci ne remonte que si les médecins le remontent également aux ARS, qui le remontent aux cellules régionales, qui le remontent ensuite à Santé publique France. Le trou dans la raquette, il y aurait peut-être une solution qui serait de mettre la coqueluche à déclaration obligatoire. Et c'est une question qui se pose à l'heure actuelle dans l'agence. Mais si jamais on allait vers ça, et je n'ai pas le droit d'en parler normalement, ça ne concernerait que les nourrissons de moins de 12 mois. Pourquoi? Parce que c'est la population la plus à risque et la majorité des décès concernaient ces nourrissons qui n'étaient soit pas vaccinés, parce que 90% des décès ont lieu chez des nourrissons qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination. Nous ne sommes les experts considèrent qu'un nourrisson est protégé contre la coqueluche après sa deuxième dose. Et la deuxième dose, elle est à 4 mois. Et on sait très bien que dans la réalité et dans la vraie vie, les enfants n'ont pas leur deuxième dose à 4 mois et 0 jours. Il y a toujours un petit délai d'une semaine, 15 jours, etc. Et surtout, l'entourage n'est pas vacciné et malheureusement, on a des coqueluches malignes et des enfants qui se retrouvent en réa. Donc, boucher le trou de la raquette, je peux proposer le filet de la mise à DO chez des populations les plus à risque. Pour le reste de la population, moi j'ai trouvé que dans certaines régions, c'était très région dépendant, la réactivité a été plutôt pas mal. C'est remonté assez rapidement. Ensuite, vous connaissez le millefeuille politique qui fait que, en attendant qu'on fasse une petite... Il y a un système qui s'appelle...
bulletin quotidien des alertes, qui est un télégramme qui est envoyé quotidiennement à chaque fin de journée à la DGS au ministère, qui relate toutes les alertes qui sont remontées à l'agence, que ce soit de l'infectieux, de l'environnemental ou autre chose. Donc en termes de réactivité, c'était très région dépendant. Ensuite, je ne sais pas quelle était votre autre question. Est-ce que je réponds à peu près à tout ? Je n'ai pas la solution. La coqueluche, elle est cyclique. Donc, c'est une maladie qui a réémergé en 2024. Elle va se retirer un petit peu. Et puis, elle va revenir dans 3-4 ans. Donc, on va se retrouver exactement dans la même situation qu'aujourd'hui. Et on va répéter la même chose. On a eu la Covid-19, mais on risque d'avoir un autre coronavirus dans X temps. Et on va répéter exactement la même chose, c'est-à-dire prendre énormément de temps à mettre en place une définition de cas, mettre énormément de temps à se mettre d'accord au niveau des laboratoires pour que tous nous ayons les mêmes kits de diagnostic et de confirmation. Et malheureusement, en maladies infectieuses, et en particulier pour les maladies qui sont à prévention vaccinale, l'histoire, elle ne fait que se répéter. Merci Henri, et rassurez-vous, un entrepôt de données P4DP sera à disposition pour essayer de recorder un peu mieux les raquettes. Oui. Bernard Fraîche, oui, professeur associé à Poitiers. En essayant de sortir un petit peu de ce cadre, la coqueluche, grippe ou autre, où c'est vrai que quand on lit un petit peu ou quand on lit vos bulletins, on voit que toutes ces maladies infectieuses, on les garde. Il y en a d'autres, hein. Moi je travaille sur l'hélicobactère, c'est vrai que tout ça pour vous demander deux choses. D'abord, c'est vrai que Santé publique France, puisque à l'INCa on travaille avec vous, etc., vous faites des très belles recommandations, des très beaux documents, mais est-ce que tout le monde a essayé de réfléchir, et je rejoins un peu ce que mon collègue disait là juste avant, c'est sur la pénétration de ce que vous faites. Moi, je m'aperçois, on fait des ROCO-HAS, on fait des études épidémiologiques, on fait des belles choses avec les médecins de santé publique, et heureusement qu'ils sont là. Mais quand on voit sur le terrain, et je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'internes ici présents, quand on voit sur le terrain, les différents papiers qu'on a lus montrent qu'il faut des fois 9 ans pour que ça pénètre. Donc des fois, ça a déjà changé depuis longtemps. Et voilà, et là vous faites des études sur la coqueluche. Alors bon, on était tous conscients, je crois qu'il n'y a même pas besoin d'avoir les études, on voyait très bien que ça frémissait et que, comme tu as dit, hein, ça vient du terrain et puis ça remonte rapidement chez vous. Donc première question, est-ce que sur les modalités de communication de vos résultats, les médecins de santé publique, les épidémiologiques, est-ce que vous avez réfléchi à comment nous communiquer à nous sur le terrain? Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, par rapport à P4DP ou par rapport à toutes ces études que vous faites, les épidémiologistes, moi j'essaye d'en faire une là actuellement, tout compte fait, il nous faut des investigateurs. Et s'il nous faut des investigateurs, ça veut dire que nos jeunes internes et même les généralistes actuels, ma génération et les autres, on n'a pas été éduqués, nous, à faire de la recherche. On n'a pas été éduqués à la culture recherche. Alors on essaye sur les 4 ans, là maintenant, de leur enseigner un petit peu la culture recherche, mais au final, faire des études épidémiaux de terrain chez les 46 000 généralistes pour des problématiques de santé dont j'ai même l'impression que les médecins de santé publique ne sont pas conscients parce que voilà, la médecine générale est une nouvelle discipline, hein, un petit peu qu'on regarde. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être que vous nous aidiez à donner de la culture recherche à tous ces médecins de terrain? Par quels moyens? Certes, il y a nous les enseignants, mais on a beaucoup de casquettes. Est-ce que toutes ces agences-là, qui ont beaucoup de moyens, ne pourraient pas nous aider, en tout cas, voilà, à mettre de la culture recherche chez tous nos jeunes médecins? Peut-être centré sur la première question, puisque j'assume pleinement mon rôle de modérateur de session et je vois le chrono qui avance, et répondre à la deuxième question, Bernard, par d'où cette session, et on remercie Santé publique France. Donc il nous reste une question, je vous ai un peu aidé. Qui peut répondre? On va répondre à deux avec Nolwenn. Parfait. On va essayer de compléter. Donc, la première chose que vous avez dit que j'ai retenue, c'est que je suis ravie que vous lisiez nos documents. Je suis ravie que vous lisiez nos documents. Je vois que vous les lisez. Ils sont là pour ça. Alors, effectivement, on fait des belles recommandations. Alors, il faut replacer Santé publique France par rapport un peu au schéma. Santé publique France est le bras armé du ministère de la Santé.
Ce n'est pas du tout la même chose que l'AHS et le Haut Conseil de santé publique qui sont saisis, eux, par la DGS pour éditer des recommandations. D'accord ? Je vais commencer à perdre le fil. En termes de communication, on a souvent, nous, des appels. Ça m'est arrivé hier d'avoir une pharmacienne qui m'appelle directement sur mon poste, et ce n'est pas le rôle de Santé publique France de répondre directement aux gens du terrain. On aimerait bien, mais c'est plutôt le rôle des ARS. Et en termes de moyens, les agences que vous avez citées, vous avez dit que nous avions des moyens. Malheureusement, je suis désolée, nous n'avons pas les moyens que vous croyez. Nous n'avons pas les moyens financiers ni les moyens humains qui sont restreints depuis la fin de la Covid-19. Et je pense que nous, on va faire remonter toutes ces infos, parce que si on participe à ce genre de conférence, c'est aussi pour prendre un petit peu la température du terrain et remonter un petit peu les remarques. Mais je pense que c'est aussi du ressort des agences régionales de santé. Et Santé publique France n'a pas la main sur les agences régionales de santé qui, eux, sont en contact direct sur le terrain et mieux communiquer. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer ? Mis à part des actualités, mais je suis d'accord avec vous que l'actualité qui sont mises en ligne sur SPF, il faut aller le chercher. Nos relais d'information sont les cellules de Santé publique France, les cellules régionales, qui sont des mini-agences délocalisées, qui sont en contact avec le terrain, avec l'ARS. Les ARS et les cellules régionales, elles travaillent main dans la main, dans toutes les régions. Normalement, les ARS sont en contact avec les médecins de terrain. Oui. Peut-être pour compléter. Oui, peut-être pour compléter ce qui a été dit, effectivement. Oui. Je pense qu'on est tous confrontés à la multiplicité des productions. Effectivement, entre donc les données produites par différents acteurs, les recommandations, il y a vraiment beaucoup d'informations et tout le monde a un temps qui est très limité. Il y a la question des publications internationales aussi, qui sont lues, mais pas forcément par les personnes qui exercent sur le terrain. Donc, j'ai essayé d'aborder ce sujet dans ma présentation en disant qu'on est bien conscient de l'importance qu'a la rétro-information dans l'ensemble du système de surveillance et puis de santé publique plus largement. Donc on a vraiment la volonté d'essayer d'être le plus accessible possible, même si on partage vraiment le constat que nos publications restent quand même des publications scientifiques, mais par exemple le bulletin épidémiologique hebdomadaire, c'est une publication en français, donc déjà voilà, pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément lire des publications internationales, c'est déjà plus accessible. On a développé à Santé publique France des collections de publications vraiment qui vont dans le sens d'être le plus synthétique possible, de faire la data visualisation avec voilà, des focus sur les éléments clés pour que voilà, sur le terrain, avec un temps limité, vous puissiez avoir accès à l'information le plus voilà, la plus synthétique possible. Ensuite, voilà, ça a été dit, je pense qu'on est vraiment là aujourd'hui pour discuter de ça, de quels sont vos besoins et comment nous aussi on peut mieux revenir vers vous et partager les données. On espère qu'avec le développement aussi de nouveaux outils d'IA, etc., il y aura la possibilité de faire voilà, des supports qui soient adaptés, des mailings qui puissent toucher vraiment les professionnels. Donc en tout cas, voilà, on souhaite vraiment continuer à travailler avec le CNGE dans ce sens. Parce que en fait, c'est en comprenant vraiment les besoins et les contraintes que vous avez qu'on peut essayer de s'adapter et faire des choses, des productions qui correspondent.
oui, le gros livrable de 160 pages, pardon, le gros rapport, c'est très bien, c'est intéressant, mais on est conscient que voilà, il va avoir quand même une audience limitée. Donc on est tout à fait preneur de toutes les suggestions, et on est là pour ça. Peut-être une nouvelle session d'un congrès du CNGE sur comment rediffuser l'information de manière efficace, efficiente. Allez, je vois beaucoup de frustration. On a peut-être deux dernières vraies dernières questions. Elle est toute petite, c'est promis. Non, sur la difficulté de recueil, en particulier pour P4DP, avec les informations manquantes, tu évoquais le fait de la température qui n'était pas toujours notée. P4DP a signé avec Weda, Weda a signé avec Nabla. Est-ce qu'on peut imaginer demain que P4DP signe avec Nabla pour avoir le recueil de ces informations manquantes de façon plus efficace? Ça sera sans doute pas tant une discussion ouverte. Une dernière question à ma droite. Une idée pour faire avancer les choses quand même. Et une dernière micro-question. Benjamin Soudet de Rouen, plus un commentaire qu'une question concernant l'accès à l'information de Santé publique France. Votre site internet, j'ai des grosses difficultés parce que moi je chercher de l'information, le moteur de recherche ne fonctionne pas très bien. Par exemple, vos publications que vous avez montrées, si on ne connaît pas les acronymes, on les trouve via Google et via Santé publique France par mots-clés sur santé mentale, je ne trouve pas les informations. C'est très compliqué, ou alors utiliser le site Géode pour avoir, etc. Et deuxième, j'ai essayé d'avoir une collaboration avec Santé publique France, c'est très compliqué. On a mis 1 an pour obtenir une réponse et finalement pour terminer, allez voir sur Géode. Donc il y a peut-être des choses à faire, je suis prêt à participer, mais c'est vrai que même accéder à vos informations, vous en avez plein des données, et alors, le problème c'est qu'on a des difficultés à les avoir. Voilà, c'est tout, peut-être améliorer le moteur de recherche, mais bon, exercer pas mieux non plus. Eh bien, écoutez, je pense qu'il apparaît nécessaire de clore cette session. Je remercie chaleureusement, dans cette ambiance pourtant fraîche, l'ensemble des intervenants. Vous avez vu qu'on était sur une gestion du temps où il nous aurait fallu sans doute davantage pour échanger. En tout cas, nos collègues de Santé publique France, je pense, seront ravis d'échanger avec vous. Ils sont là. Et de revenir sur des sessions sur comment diffuser, comment indexer leurs informations. Corinne, peut-être ? N'hésitez pas à appliquer les consignes qui apparaissent à l'écran pour rester actif.